Interview politique, agenda de ce qui se passe au Sénat et revue de presse. On démarre tout de suite avec les titres de l'actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La République se mobilise contre l'antisémitisme. 23 membres du gouvernement, dont Édouard Philippe, un ancien chef d'État François Hollande, tous seront présents ce soir à la grande mobilisation contre l'antisémitisme après l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut en marge des manifestations des Gilets jaunes ce week-end. Certains parlementaires veulent aller plus loin. Ils proposent une pénalisation de l'antisionisme. L'affaire Benalla, c'est demain que sera dévoilé le rapport de la commission d'enquête lors d'une conférence de presse à 11h. Conférence à suivre en direct sur notre antenne. Après une enquête de 6 mois, les sénateurs vont présenter leurs préconisations dans cette affaire qui touche le plus haut sommet de l'État. Et puis nous en avons déjà parlé, les nominations d'Alain Juppé, de Jacques Mézard et de François Pillet au Conseil constitutionnel. Les auditions pour avaliser ces nominations auront lieu jeudi devant le Parlement. Une simple formalité, pas vraiment. Nous poserons la question à Jean-Philippe Derosier. Je vous le disais en titre, la République se mobilise contre l'antisémitisme. 23 membres du gouvernement, dont Édouard Philippe, un ancien chef d'État François Hollande, beaucoup de sénateurs, dont Fabienne Keller. Tous seront présents ce soir à la grande mobilisation contre l'antisémitisme. Mais dans la classe politique, certains veulent aller plus loin. Ils demandent une pénalisation de l'antisionisme. Je vous propose d'écouter l'ancien ministre Roger Carucci. Il était à notre micro hier. C'est un gouvernement, des mesures, des textes, une action concrète contre l'antisémitisme. Pas simplement venir dire il faut que l'antisémitisme s'arrête. C'est pas dans une manif qu'on arrête l'antisémitisme. Que le président de la République n'y soit pas, moi ça ne me dérange pas dans la mesure où la manif a été lancée par des partis politiques. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle du président de la République d'être là. En revanche, j'y serai sans illusion parce que j'y vois venir des antisionistes primaires, agressifs, souvent très limites de l'antisémitisme et qui vont se refaire une petite santé. Justement, vous parlez d'antisionisme. Est-ce que vous êtes favorable à la proposition de loi que veut déposer Sylvain Maillard, qui veut reconnaître que oui. Et je regrette les réserves de Mme Belloubet et de M. Blanquer, qui ferait mieux de bien réfléchir à ce qu'ils font dans une période aussi difficile. L'affaire Benalla, c'est demain que sera dévoilé le rapport de la commission d'enquête lors d'une conférence de presse à 11h, conférence que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Après 6 mois de travaux et d'auditions, les sénateurs vont présenter leurs préconisations dans cette affaire qui touche le plus haut sommet de l'État. Les explications de Quentin Calmet. C'est officiel, mercredi, les sénateurs rendront enfin leurs conclusions dans la tentaculaire affaire Benalla. Point de départ pour la commission d'enquête, les violences de la place de la Contrescarpe. Le Monde révèle le 18 juillet l'identité d'Alexandre Benalla. S'en suivront 29 auditions, dont celle de l'ancien chargé de mission. Avec un constat qui apparaît au fil des témoignages, Alexandre Benalla a désorganisé les services de l'État. En ce qui concerne M. Benalla, je ne suis toujours pas convaincu qu'il n'exerçait pas la fonction de garde du corps. Comment expliquer autrement le port d'armes ? Mais en décembre, l'affaire est relancée lors d'une visite d'Emmanuel Macron au Tchad. On apprend qu'Alexandre Benalla a continué à utiliser des passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus salarié de l'Élysée. Les sénateurs décident alors d'organiser 5 nouvelles auditions. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. Aux soupçons de diplomatie parallèle s'ajoute ensuite le volet sur les contrats russes. Ils auraient été négociés pour l'un d'entre eux au moins, alors qu'Alexandre Benalla était encore salarié de l'Élysée. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré. Une réponse prononcée alors qu'Alexandre Benalla était sous serment. De nombreux sénateurs le suspectent alors d'avoir commis un parjure. Il nous a menti. En tout cas, la commission en décidera. Mais manifestement, il nous a menti, et sûrement pas qu'une seule fois. Donc on va prospecter en la matière. Si nous sommes intimement convaincus qu'il y a eu mensonge, en tout cas ça c'est mon intime conviction personnelle, nous devons demander à la justice de sanctionner M. Benalla. Sur tous ces volets de l'affaire Benalla, les conclusions des sénateurs sont donc très attendues.
Voilà, édition spéciale pour suivre cette conférence de presse de dévoilement du rapport de la commission d'enquête sénatoriale demain à 11h en direct sur notre antenne. Voilà, c'est dit et c'est important. Place maintenant à la deuxième interview politique de cette émission. Dans un instant, le face-à-face. Elle va nous rejoindre. Il faut parler de cette sénatrice, Catherine Procaccia. Et pourquoi vous l'avez invitée ce matin, Saveria? Elle est sénatrice LR du Val-de-Marne. Elle arrive. Sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne qui arrive. Nous allons bien sûr évoquer cette mobilisation, cette grande mobilisation contre l'anti-sémitisme. Bonjour Catherine. Voilà, bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour. Une grande partie de la classe politique sera présente ce soir à la grande manifestation contre l'antisémitisme. Beaucoup de vos collègues sénateurs, notamment Fabienne Keller. Est-ce que vous serez ce soir présente à cette grande marche? Non, j'y serai pas, mais pour une raison purement personnelle, parce que j'ai un rendez-vous médical pris depuis longtemps. Catherine Procaccia, nous venons de recevoir Sylvain Maillard, député La République En Marche, qui propose de pénaliser l'antisionisme. Est-ce que vous êtes favorable à la pénalisation de l'antisionisme? Je suis dubitative. Je ne crois pas que c'est en rajoutant des lois aux lois que l'on va mieux faire fonctionner la République. J'estime que si déjà les lois qui existent, qui s'appliquent en matière de discrimination, quelle qu'elle soit, étaient appliquées, et si effectivement la justice pouvait condamner les personnes et aller plus loin, peut-être que ça suffirait. Est-ce qu'une loi de plus qui va devoir être votée dans les mêmes termes, s'appliquer, avoir les décrets et autres, va modifier la situation? Pour ma part, je n'y crois pas. En plus, la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme par rapport à cette population, une certaine population qui la pratique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nuance de vraiment très claire dans l'esprit des citoyens français. Emmanuel Macron va s'exprimer demain soir au dîner du CRIF. Que doit dire le chef de l'État dans le contexte actuel particulier? Bien, il va dire ce que chacun des chefs d'État répète systématiquement. Précisément, qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Une condamnation. Mais ça, je pense, il l'a déjà formulé à d'autres occasions, une condamnation ferme. Le fait de dire que en France, on doit pouvoir avoir une religion, quelle qu'elle soit, et pouvoir pratiquer, avoir ses convictions sans être condamné par qui que ce soit, refuser ces propos haineux envers les Juifs qui sont avant tout des Français d'une religion. Je ne vois pas pourquoi on condamnerait les Juifs plutôt que des musulmans, plutôt que des catholiques. Il faut qu'il soit très ferme, mais surtout qu'il ait, non seulement dans les paroles, mais dans les actes, une condamnation qui donne des signes fermes à la justice, de telle sorte que ça ne passe pas inaperçu quand il y a une dérive de ce type. Catherine Procaccia, pourquoi ce type d'agression, ce type d'insulte, ce type de radicalité semble constitutif du mouvement des Gilets jaunes? Je ne sais pas si elle est constitutive du mouvement des Gilets jaunes. Je ne crois pas qu'au début, sur les ronds-points, c'était la première préoccupation. C'était le pouvoir d'achat, c'était la façon de vivre, c'était le sentiment des territoires ruraux d'être complètement abandonnés. Je crois que maintenant, le mouvement des Gilets jaunes a été rattrapé par un certain nombre d'extrémistes et que ces extrémistes pensent qu'à partir du moment où ils ont enfilé la chasuble de Gilets jaunes, ils ont pour eux l'opinion publique et qu'ils peuvent en toute impunité pouvoir dire et faire n'importe quoi. Alors dans l'actualité, il y a bien sûr la crise des Gilets jaunes, le grand débat national. Gérard Larcher, le président du Sénat, a participé à un débat avec des maires ruraux en Essonne. Il a annoncé un débat sans vote au Parlement début avril. C'est un reportage de Jérôme Rabier et de Yann Kersia. Emmanuel Macron avait bien organisé un grand débat en Essonne, mais c'était pour parler politique de la ville. Alors, pour s'adresser aux maires ruraux non conviés à cette étape présidentielle, Gérard Larcher a accepté l'invitation des sénateurs du département.
Et face à ces élus de la proximité, le président du Sénat a rappelé leur rôle essentiel. Heureusement qu'après balance ton maire, on est accroche-toi à ton maire. Et je vous le dis, mes chers collègues. Et visiblement, eux aussi avaient bien besoin de ce grand débat pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Classe fermée, dotation en baisse, pouvoir rogner au profit d'intercommunalités. Ces maires ruraux ont saisi l'occasion pour s'exprimer. On n'en peut plus, on n'en peut plus, on ne sait plus comment faire. En sachant que cet argent va dans cette politique de la ville que vous avez citée tout à l'heure. Mais à un moment donné, il va falloir que ça cesse. On est en train de mourir, Monsieur le Président. Tout doucement. Voilà. Sensibles à la colère d'une partie de leurs administrés, ils n'hésitent d'ailleurs pas à se comparer aux Gilets jaunes concernant les dotations souvent en baisse pour les communes rurales. On est tous des gilets jaunes en puissance, nous les maires ruraux. On a les mêmes difficultés qu'eux, mais on les reçoit au quotidien. On vit à l'échelon communal ce que vivent chaque contribuable en France, c'est-à-dire qu'on est taxé, surtaxé, détroussé chaque année. Comme à son habitude, Gérard Larcher a scrupuleusement noté les interventions, citant les initiatives sénatoriales sur telle ou telle problématique. Le président du Sénat a ensuite promis de se faire leur porte-parole en haut lieu et précisé qu'après Emmanuel Macron à leur chevet dans l'Indre jeudi, lui aussi était un interlocuteur logique de ces petites collectivités. On n'est pas là pour se faire concurrence. On est là pour essayer de répondre au pays. J'ai envie que derrière cette réunion, ils nous fassent remonter les choses aussi, parce qu'il va falloir rentrer à partir du débat du mois d'avril dans le concret. Et parmi les réponses, une partie de ces réponses seront portées par les collectivités territoriales. Un sujet sur lequel le Sénat sera évidemment attentif. Gérard Larcher a d'ailleurs annoncé lors de ce déplacement qu'un débat sans vote aurait lieu début avril au Parlement sur les décisions à prendre après ce grand débat. Et il prévient que la réponse ne doit pas seulement passer par des mesures financières et appelle à un nouvel acte de décentralisation où les maires ruraux auront évidemment toute leur place. Catherine Procaccia, quel est le rôle que le Sénat peut jouer et doit jouer dans la sortie de crise ? Le Sénat est concret. Un certain nombre des mesures qu'ont réclamées les Gilets jaunes avaient été réclamées par le Sénat avant même le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc, quand le président du Sénat annonce que l'on doit passer dans le concret, je crois que c'est effectivement notre rôle au Sénat de pouvoir passer de cette étape d'expression de la population, qui est un succès, il faut le reconnaître, à ma grande surprise, mais de passer de ce débat collectif à des mesures, et des mesures qui ne soient pas simplement des déclarations d'intention. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire passer des mesures par décret sur les 80 km/h, sur une réforme fiscale, c'est ça que ça veut dire ? D'abord, c'est ça que vous attendez ? Effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par décret ou par ordonnance sur lesquelles on doit pouvoir revenir, mais on doit aussi aller plus loin puisque c'est partie de la fiscalité. Et même s'il n'y a pas que des mesures fiscales, la première des problématiques est que l'État fait faire des économies aux collectivités, augmente les impôts, mais lui ne s'impose absolument aucune contrainte. Et vous demandez une réforme de l'État ? Je ne suis pas toute seule à réclamer la réforme de l'État et en tout cas une réforme du mode de fonctionnement de l'État parce qu'on ne peut pas continuer à aller comme ça. La crise des Gilets jaunes et les premières mesures, certes, avaient été réclamées par le Sénat, mais elles se sont traduites par des dépenses supplémentaires et pas d'économies supplémentaires. Donc où va-t-on ? Ça veut dire que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand la France, je l'espère, sera apaisée, on va repasser dans ce système qui est, tiens, on va encore inventer une taxe pour financer quelque chose. Ça n'est pas possible. Et ensuite, je crois que les Gilets jaunes, comme le Sénat, demandent de la concertation. C'est complètement stupide tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et en l'occurrence, que des fonctionnaires... Et le grand débat, c'est précisément de la concertation. C'est de la concertation, mais la concertation, si ça se transforme en café du commerce, où on discute et il n'y a rien de concret, eh bien derrière, le malaise sera encore plus grand, et la crise, eh bien on ne pourra pas la conjuguer. Catherine Procaccia, pour terminer, j'aimerais vous entendre sur un dernier sujet, les élections européennes. En 2014, votre parti avait atteint les 20%. Cette année, les Républicains
peine à atteindre les 10%. Les 10%, est-ce que Laurent Wauquiez devra tirer les conséquences des résultats de ces élections européennes ? D'abord, la situation n'est pas la même. On a des partis politiques qui n'existaient pas. En l'occurrence, il y a La République En Marche, qui a quand même une bonne partie des intentions de vote, pour l'instant. Secondo, hélas, en tout cas, le Front National ne fait qu'augmenter dans toutes les élections. Donc mathématiquement, je ne suis pas une scientifique, mais mathématiquement, il est sûr que les partis... Des constatations. Mais est-ce que Laurent Wauquiez devra tirer les conséquences des résultats ? Non. Non, tout simplement pour ma part, parce que les européennes, vous le savez dans l'histoire, n'ont jamais quand même été le point fort de ce qui est maintenant les Républicains, que ce soit l'UMP, le RPR ou autre. On ne peut pas dire qu'on ait un jour brillé dans ce type d'élection. Catherine Procaccia, vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Le 23 février s'ouvre le Salon de l'Agriculture. Nous y serons d'ailleurs en direct dès le lundi matin. Vous êtes la marraine du village Semences, cette année au Salon de l'Agriculture. Vous êtes, vous, pour les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Dans certains cas, les OGM ne sont responsables d'aucune maladie, vous dites. Alors, il y a des études qui prouvent qu'effectivement, depuis 25 ans qu'existent les OGM, la santé ne s'est pas dégradée. Quand vous dites « je suis favorable aux OGM », c'est vos déclarations. Oui, enfin, des déclarations. Je suis favorable aux biotechnologies. Je suis favorable à un certain nombre de mesures qui vont permettre justement d'éviter les pesticides, qui vont permettre de pouvoir avoir des produits qui vont être plus sains. Or, à partir du moment où vous prenez, si je prends la vigne par exemple, oui, mais dans la vigne, on met 40 ans de sélection pour aboutir à une vigne qui va résister à l'oïdium, alors qu'en modifiant, exactement en copiant ce qu'a fait la nature, on arrive à la même chose en 6 mois. Alors pourquoi ne pas copier la nature ? Catherine Procaccia, sénatrice LR du Val-de-Marne, qui sera donc la marraine du village Semences au Salon de l'Agriculture. Merci à vous. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Voilà, alors aujourd'hui, il faudra suivre à 13h45, on en parle beaucoup, les auditions des représentants du ministère des Sports dans le cadre de la mission d'information sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs. Autre temps fort à 16h45, les questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Enfin, à 17h45, un débat sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières, débat demandé par le groupe centriste au Sénat. Voici maintenant venues les minutes de l'éclairage. Voilà pour l'agenda, on passe à l'œil 2 dans un instant. Arrive en courant, c'est Jean-Philippe Derosier qui va nous éclairer ce matin. Vous êtes constitutionnaliste, c'est pas très pratique le costume pour courir, mais vous êtes arrivé. Mais il faut s'adapter. Bonjour Jean-Philippe, on a parlé 3 nouvelles nominations au Conseil constitutionnel, Alain Juppé, Jacques Mézard, François Pillet. Ils vont être auditionnés ce jeudi par les sénateurs au Sénat et à l'Assemblée nationale. Comment vont se dérouler ces auditions ? Alors, il va y avoir deux auditions à l'Assemblée nationale, la nomination du président de l'Assemblée nationale, Alain Juppé, la nomination du président de la République, Jacques Mézard, qui sera également lui-même auditionné au Sénat. C'est le seul à être auditionné dans les 2 assemblées. Et le Sénat procédera également à l'audition de la nomination du président du Sénat, François Pillet. Est-ce que les sénateurs et les députés peuvent rejeter ces nominations ? Oui, pour les membres ne sont pas encore nommés pour l'instant. Ils sont proposés à la nomination. Il faut que l'audition ait lieu. Donc ils ont un vrai pouvoir de décision. Et ensuite, les députés et sénateurs vont voter et ils peuvent s'opposer à la nomination à la majorité de ce qu'on appelle les 3/5 négatifs, c'est-à-dire que la nomination est acquise, sauf si 3/5 des membres des commissions s'opposent à la dite nomination. Pourquoi ces nominations ont suscité tant d'émoi, au-delà de l'aspect politique sur le retrait Alain Juppé ? Parce que ce ne sont que des hommes, ce ne sont que des hommes, ils ont un âge relativement avancé, une moyenne d'âge supérieure à 70 ans, respectivement 68, 71 et 73. Mais il faut faire attention parce qu'ils remplacent 3 hommes. Globalement, le Conseil constitutionnel reste à peu près paritaire. 5 hommes, 4 femmes. Il y a 9 membres, si on accepte les membres de droit, qui sont les anciens présidents. Il n'y a que Valéry Giscard d'Estaing qui siège épisodiquement, donc on ne peut pas vraiment les compter. Et le Conseil constitutionnel est une institution qui doit incarner une indépendance. Et l'âge avancé, le fait qu'on y arrive en fin de carrière, qu'on n'ait plus rien à espérer, garantit cette indépendance. Ce sont les bienfaits de la gérontocratie qui
permettent que la personne qui y siège n'a plus rien à espérer et donc peut s'adonner à son devoir d'ingratitude par rapport à la personne qui l'a nommé. Jean-Philippe, prenons le cas d'Alain Juppé, sa condamnation en 2004 à 14 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité. Ça ne pose pas problème pour siéger au Conseil constitutionnel? Évidemment, c'est un message qui est renvoyé qui pourrait surprendre. Et l'idéal aurait été de ne pas procéder à une telle nomination. Mais d'une part, on peut considérer qu'il a payé sa dette à la société. D'autre part, comme l'a dit la Cour d'appel elle-même, il avait été un petit peu perçu comme un bouc émissaire, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées. Ne rentrons pas là-dedans, mais c'est quand même, ça mérite quand même d'être signalé. Et enfin et surtout, j'ai tendance à dire, dans l'absolu, qu'il vaut mieux effectivement avoir été poursuivi, avoir payé sa dette et être passé à autre chose, ce qui semble être le cas d'Alain Juppé, plutôt qu'être au Conseil et être poursuivi pendant que l'on est en Conseil, parce que là, on entache véritablement l'institution, et des membres ont connu cela, notamment Roland Dumas à la fin des années 90. Une dernière question, ce sont tous des personnalités politiques, hein, bien sûr, des élus, d'anciens ministres, mais pas des professeurs de droit, des juristes. Est-ce que la participation de politiques au contrôle de constitutionnalité de la loi, ça c'est une bonne chose? Ça se justifie et personnellement j'y suis plutôt favorable. Il faut un équilibre, il ne faut pas que ce soit exclusivement l'affaire des politiques, mais à partir du moment où ces politiques laissent la politique politicienne, la politique partisane à l'entrée du Conseil et non de politique, ne profitent de la politique que de leur expérience politique qu'ils ont pu acquérir au long de leur carrière, ça me semble bénéfique pour contrôler la constitutionnalité de la loi, d'autant plus qu'ils ne sont pas majoritaires. Il n'y a que 4 politiques au Conseil, les 3 qui rentrent, plus Laurent Fabius. Les 5 autres membres sont issus de l'administration, du judiciaire, du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci, on retrouve vos éclairages sur les problèmes de constitution sur votre tweet et votre blog. Jean-Philippe de Rosier, merci à vous. Bonne journée. D'avoir été présent ce matin. On passe tout de suite aux revues des unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Voilà, dans toute la presse quotidienne régionale, à commencer par la Marseillaise ce matin, évidemment la lutte contre l'antisémitisme, et c'est à la une. Mobilisation partout en France aujourd'hui contre l'antisémitisme à l'appel du Parti socialiste. Des grands rassemblements sont prévus. Marseille et Aix debout contre l'antisémitisme où des milliers de personnes sont attendues. Emmanuel Macron, lui, ne prévoit pas de participer au grand rassemblement qui aura lieu ce soir, place de la République à Paris. Il s'exprimera demain lors d'un discours pour le traditionnel dîner du CRIF. Pour le reste, toutes les formations républicaines seront présentes, y compris la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, côté extrême droite. Le Rassemblement national n'a pas été convié à la manifestation, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une apparition surprise de Marine Le Pen. Voilà, les néo-aquitains ne sont pas très optimistes. C'est les vrais chiffres de la fracture sociale à la une de Sud-Ouest ce matin. La peur du déclassement n'épargne aucune catégorie sociale. Une étude d'Elab de l'Institut Montaigne pour Sud-Ouest, de la presse quotidienne régionale et France Info fait apparaître un sentiment d'injustice sociale élevé dans le pays, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Baisse du pouvoir d'achat, difficultés pour trouver un emploi, disparition des services de proximité. Les Français sont inquiets pour leur avenir. 84% des habitants de Nouvelle-Aquitaine considèrent que nous vivons dans une société injuste. En revanche, ils sont 69% à trouver qu'il fait bon vivre dans nos communes. Et c'est vrai qu'il fait bon vivre en Aquitaine. Le don du sang, bravo les Bretons, hein, ils le donnent beaucoup. En matière de don du sang, les Bretons sont de très bons élèves. Ils se situent au-dessus de la moyenne française, d'une générosité qui permet à la région d'être autosuffisante et exportatrice, même en période de grippe et de gastro, qui en général engendrait bien une baisse des dons. Le volume des collectes reste important, comme en témoigne le docteur Alain Guillard, c'est à lire en une du Télégramme ce matin. Vous savez que le 23, c'est le Salon international de l'agriculture qui s'ouvre. Nous y serons d'ailleurs dès le lundi matin en direct dans notre émission. Et l'Écho de Haute-Vienne parle de la limousine. Alors, c'est pas une voiture, hein. C'est une vache et c'est une valeur sûre, ça veut rien. J-4 avant l'ouverture du 56e Salon international de l'agriculture du 23 février au 3 mars. Une des stars de cette édition, c'est la vache limousine, une valeur sûre, une race d'exception et surtout une des plus anciennes races françaises. Entre 650 et 700 000 visiteurs sont attendus cette année. Le monde paysan qui veut se réconcilier avec l'opinion publique. Vous pourrez suivre ce salon en direct sur notre antenne. Dispositif exceptionnel, émission spéciale en direct du salon.
dès samedi à suivre sur notre antenne. Et vous serez avec nous. Merci Savoria. Je vous dis au revoir à vous. Au revoir, bonne journée. Très bonne journée. Nous, on se retrouve à demain. Dans un instant. On va tout de suite regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Et également dans les départements français des Outre-mer, c'est important. Puis derrière, on regarde le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques et également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Jean-Luc Mélenchon fera bel et bien partie des personnalités politiques qui participeront à un des rassemblements contre l'antisémitisme demain en France. Des rassemblements à l'initiative du Parti socialiste. Tout le monde se considère comme quitte avec un tweet. Et donc il était absolument impératif de faire en sorte qu'à nouveau, il y ait cette mobilisation. Je souhaite que le président de la République soit présent pour manifester, pour incarner la République. Nous avons ce matin été l'objet d'un coup de fil anonyme de menaces de mort dans les locaux de la France Insoumise, si nous participions à la manifestation de demain. J'espère que tous les dirigeants politiques seront prompts à condamner ces menaces dont nous faisons l'objet. J'y serai évidemment, et comme vous le savez, on fait partie des différents partis politiques qui ont souhaité s'associer dès le début à cette initiative. Même si je pense qu'il ne suffit pas de marcher pour résoudre les problèmes. Et si on avait écouté un peu ce que je disais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, sur l'islamo-gauchisme qui a infiltré nos banlieues, parce que je le vis en banlieue. En ce qui concerne notre mouvement, nous avons été consciencieusement écartés de cette manifestation par le Parti socialiste qui en est l'organisateur. C'est donc aujourd'hui le Parti socialiste qui décide dans notre pays qui a le droit de défiler contre l'antisémitisme. Ils prêchent la haine en permanence et ils voudraient maintenant nous expliquer qu'ils sont au contraire des faiseurs de paix. Qu'ils rompent avec leurs nombreux partenaires qui sont racistes, antisémites et qui s'en revendiquent comme tels. Et à ce moment-là, effectivement, ils auront largement voix au chapitre. Le plus marquant pour moi, c'est quand ce personnage, dont si j'ai bien compris, depuis la justice a pu retracer le fait qu'il était proche des mouvances islamistes, s'adresse à lui en lui disant « Retourne à Tel Aviv. Retourne à Tel Aviv. Elle est à nous la France. » On a beaucoup trop démissionné. Moi, je ne sais pas s'il faut s'arrêter. Ce que je sais, c'est que le climat, il est délétère. Et quand il y a un climat délétère, il faut prendre le temps de poser les sujets. Il y a le temps de la condamnation, ce sera demain, sur les actes antisémites. Vous irez ? Oui, bien sûr. Les parlementaires et les députés qui viendront ici dans quelques instants parler au nom d'En Marche, eh bien ils ne doivent pas ressortir vivants s'ils votent s'ils votent la privatisation. Parce que la phrase en fait tiquer certains dans l'Assemblée. Non mais je plaisante, c'est une plaisanterie. C'était pas une menace, c'était une expression populaire. Et d'ailleurs, la plupart des gens ont ri parce qu'ils ont vu que je n'avais aucune intention belliqueuse. 2 élus, dont l'une, Maud Petit, députée MoDem, qui était là lors de votre déclaration à Orly, a décidé de porter plainte. Voilà, demain, notre invité politique, c'est Guillaume Pelletier, le député du Loir-et-Cher, qui est vice-président des Républicains. Il sera l'invité politique de Territoire d'Info en direct. Jeudi, je profite pour vous en parler, c'est le multiplex au plus près des débats nationaux qui se déroulent, vous savez, un peu partout dans tous les territoires, avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale et des télés locales. Nous serons en duplex et en direct d'un certain nombre de régions à propos et à l'occasion de ces débats qui se déroulent un peu partout en France. Voilà, merci de votre fidélité. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve évidemment demain. Au revoir à tous.